Bonjour à tous, bienvenue sur Actualité du football pour un nouveau débat. Alors ça fait 4 mois qu'on n'a pas débattu, mais tout simplement parce qu'on était un petit peu en période de stage. Et aujourd'hui on est parti pour un débat sur le DFCO, le Dijon Football Club, qui est un petit peu dans la galère. Et pour ça on est avec un vrai supporter du DFCO, Luc Lavoué. Oui, bonjour à tous. Alors Oscar m'a gentiment convié à discuter de l'actu du DFCO. Ça m'arrive relativement peu souvent, donc on va essayer de décrypter un petit peu tous les mots du DFCO cette saison. Et on est là pour en parler et donner de la voix un petit peu au club un petit peu en galère en ce moment. Le DFCO qui pointe à la dernière place à 14 points il me semble, donc de la place de barragiste, c'est ça, il y avait 15 points au total, 2 victoires, 9 nuls et 19 défaites, donc quand même 0 victoire en 2021. Alors la première question qu'on se pose un petit peu, c'est pourquoi Dijon est condamné? Est-ce que Dijon était vraiment condamné à la descente en début de saison? Alors écoute Oscar, nous il y a plusieurs explications à donner. Je pense qu'on peut revenir déjà à la genèse des problèmes. Moi j'en ai identifié un déjà problématique. Je pense qu'on a terminé notre mercato à 4 journées du commencement de la Ligue 1, c'est-à-dire qu'on a recruté notamment Moussa Konaté à la 4e journée du démarrage de Ligue 1, dans un contexte où on a perdu Tabarez, qui est le meilleur buteur du club, dans un souci un petit peu conflictuel. On recrute Konaté qui est joker de luxe. Donc on n'avait aucun piston et ensuite les déboires s'enchaînent avec une recrue prometteuse à l'instar de Roger Assalé qui est très prometteur, qui vient des Young Boys et qui finalement est blessé quand même depuis très régulièrement depuis le début de la saison. Et Roger Assalé, donc qui a été acheté à 6 millions d'euros. Et du coup, est-ce que donc selon toi, c'est vraiment ce mercato qui a été complètement raté à la dernière minute? Et pourtant Moussa Konaté, c'est quand même un renfort de poids quand même, qui est un joueur qui a connu la Ligue 1 avec Amiens. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a pas, c'est quand même une équipe qui a des talents quand même dans son équipe. Il y a Mama Baldé qui est un vrai bon joueur. Alors pourquoi tout simplement ça marche pas alors qu'au niveau de l'effectif, on pourrait penser que Dijon a quand même une meilleure équipe que Nîmes ou Nantes? Écoute, t'as raison de le souligner. Déjà, le mercato tardif n'a pas aidé à installer une cohésion de groupe, tout ça. Moi, ce que je vois aussi, c'est le niveau structurel, l'aspect structurel de Dijon, avec le départ de Sébastien Larcieux, si je ne m'abuse, ancien directeur sportif qui est parti à Angers. Je sais qu'Angers t'es cher, mais il faudrait pas trop le signaler. Là, si, quand même. Et c'est quand même quelqu'un qui est venu nous dégoter Kwon Changun en Corée du Sud et qui était reconnu pour sa compétence et sa curiosité en tant que directeur sportif, qui lui a ouvert les portes donc d'Angers cette saison notamment. On a recruté Peggy Ndula qui est un nom que tout le monde connaît au quasiment 100 buts en Ligue 1. Je crois qu'il en est plutôt à 97, mais voilà, c'était un grand nom du DFCO et au DFCO en tous les cas. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Je crois que. Et Greg Coupé, qu'est-ce qu'on en pense? Et Greg Coupé, structurellement, c'est intéressant aussi d'avoir ces deux grands noms-là. Et nous, on avait beaucoup d'enthousiasme honnêtement en début de saison. On s'est dit avec le réseau que ces deux personnalités du foot hors normes ont, il y aura de l'ambition cette saison. Et au final, on repère que notamment au niveau de Peggy Ndula, le métier de directeur sportif nécessite vraiment des compétences tel quel quoi. Et au final, j'ai quand même un mot à te demander sur un joueur, c'est Pape Cheikh Diop, qui a joué à l'Olympique Lyonnais, qui est quand même un joueur aussi qui vient du Celta Vigo. Qu'est-ce qu'on pense de sa saison? Est-ce que c'est un flop? Est-ce que c'est un joueur qui pourrait aider Dijon? Bon, on va pas s'avancer trop, mais en Ligue 2. Est-ce que Pape Cheikh Diop est là pour tirer son coup et partir l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il a fait cette année à peu près? Alors écoute, moi Oscar, je vais tâcher d'être le plus objectif possible sur cette question. Pape Cheikh Diop, je pense que il fait un petit peu sa carrière sans vouloir le dénigrer sur un match. On s'en souvient tous. Je crois que c'est le match retour entre l'OL et Manchester City. Ouais, bien sûr. Où match aller, ouais. Ouais, match aller. Complètement, ouais, complètement. Et c'est le match où même les Lyonnais avaient beaucoup d'espoir par rapport à Cheikh et au final c'est un joueur qui a besoin d'être structuré, qui est parti au DFCO après une mauvaise expérience, déjà un retour au Celta Vigo et on a toujours l'espoir de relancer ces joueurs-là et je pense que malheureusement il n'y avait pas l'accompagnement nécessaire. C'est quelque chose qui marchait notamment sous Olivier Dalloglio qui arrivait à instaurer une vraie proximité avec ces joueurs-là. On avait relancé plusieurs joueurs. Il y avait aussi eu des échecs. Là, je me rappelle de Laurent Simon aussi qui était international chez les Diables Rouges, ouais, bien sûr. Et qui avait jamais réussi à s'intégrer. Pourtant, Dalloglio avait fait le nécessaire avec lui. Et là, malheureusement, ni avec Stéphane Jobard, ni avec l'entraîneur actuel, on a réussi à créer une cohésion suffisante avec ces joueurs-là pour qu'on puisse les relancer. Et en termes d'avenir, David Linares, est-ce que ça finit la saison? On sait que c'est quand même un mec qui est important au club, qui a des bons rapports avec Greg Coupé. Greg Coupé, on a entendu qu'il y avait quelques rumeurs de départ.
David Linares, qu'est-ce qu'il apporte en ce moment? Parce que quand même Dijon, c'est au fond du trou en ce moment. Il y a eu 10 défaites, il me semble, en 2021, en tout cas 0 victoire. La dernière victoire, c'était le 23 décembre. Alors le 23 décembre, c'était contre qui déjà? Le 23 décembre, c'était une victoire contre Nîmes, donc qui est un concurrent direct au classement. David Linares, qu'est-ce qu'il a apporté au jeu dijonnais cette année? Eh ben écoute, David Linares, déjà il faut savoir qu'il a obtenu ses diplômes il y a de ça 2 ans. Voilà, il fait partie des crus où Habib Bey avait commencé ses formations. On sait que là il n'est pas encore diplômé, mais voilà, il a suivi son ancien compère Stéphane Jobard, étant son acolyte là pendant plusieurs années sur le banc de jeunesse. Ça fait 5 ans au moins qu'il accompagnait Jobard et même Dalloglio. Moi honnêtement je pensais que c'était l'homme de la situation, mais voyant la situation du précédent entraîneur Stéphane Jobard, être un homme du crew, ça n'aide pas forcément au développement de l'équipe. Nous, ce qu'on reproche vraiment à David Linares en ce moment, c'est qu'on a l'impression que les joueurs ont déjà perdu tout contact avec David Linares. Il est rejeté par le vestiaire. Ce qu'on ressent en ce moment sur le terrain, c'est un petit peu d'apathie, de nonchalance sur certains matchs. Je revoyais le match notamment d'FC au Bordeaux qui s'est déroulé il y a plus de 3 semaines maintenant, où sur les 3 buts concédés, il y a quasiment aucun défenseur sur la ligne pour prendre soit Nicolas Depréville, soit Wang sur la ligne. Donc là, il y a même beaucoup d'amateurisme. Voilà, au niveau de la concentration, il y a un vrai déficit. Et on a l'impression qu'il a un peu de mal à lancer son dispositif. On a vu qu'il y a énormément de fois que le 4-2-3-1 a été utilisé sans succès. On a vu contre Reims un 5-3-2. On va utiliser quel dispositif pour la fin de saison? Il reste 2 mois. Là, il va avoir Marseille-Monaco. Est-ce qu'il y a des risques de prendre 2 grosses valises? Tu l'as dit, Oscar, on manque clairement de créativité là-dessus. Je pense qu'on n'a jamais réussi à trouver notre équilibre parce qu'il y a des carences en fait. Il y a des carences un petit peu près à tous les postes. Il faut savoir que j'ai parlé de Tabarez tout à l'heure, mais il faut aussi savoir que il y a Gomis qui est parti pour 17 millions d'euros, remplacé par Ratchopi qui s'avérait être un très bon pari au départ, mais je pense que c'est la seule recrue qui nous apporte des bénéfices, même si on se souvient de sa BV contre Reims dernièrement, et en Suisse là en équipe nationale, il est capable de très bon comme du très mauvais dans le match. Donc c'est là-dessus où il faudra qu'il prenne un peu de maturité. Puis il est accompagné avec Coupé, qu'il a connu à l'OL. Ouais, tout à fait. Il était le partenaire d'entraînement d'Anthony Lopez quand même. C'est un Ratchopi, en tout cas, bon, pour intervenir là-dedans, Ratchopi, c'est quelqu'un qui a eu une très très bonne image à l'OL. L'année dernière, Tataru Sano était venu en renfort. Cette année, il y a eu Paul Hersbeck qui est absolument inexistant, et c'est vrai qu'à l'OL, il y avait une très très belle image de ce garçon, et ça m'a pas étonné qu'il soit titulaire aussi rapidement quand même. Hein. Voilà. Mine de rien, vous aviez Saturnin à l'ACB, c'est ça? Oui, qui est toujours au club, aussi. C'est ça, il est toujours au club. Toujours au club, avec une certaine expérience parce qu'il a 27 ans maintenant. Et qui pareil, sur son jeu au sol a été performant. Il a déjà arrêté 2 pénaltys avec le DF Zone, et n'étant pas titulaire tout le temps, c'est quand même une sacrée performance. On se souvient qu'en équipe de France, ça pouvait être un Mika Landreau qui était pas toujours titulaire et qui arrêtait ces pénaux-là, donc ça peut nous être bénéfique en Coupe de France et tout ça. Maintenant, nous on est déjà sur l'aspect de l'avenir, parce que là on sait que, tu l'as répété tout à l'heure, au niveau du classement on est à 14 points je crois des Nantais, 24 points à prendre potentiellement dans des rencontres. On va jouer Monaco et Marseille qui, on le sait, ont des ambitions européennes, voire de titre. C'est mission Monaco. Impossible. C'est clairement mission impossible, et bizarrement beaucoup de supporters dijonnais me rejoignent sur cet aspect-là. On est plutôt content finalement de redescendre, parce que pour ceux qui ont une bonne mémoire, l'année précédente on se maintient un petit peu grâce au Covid, parce que on connaît l'arrêt du championnat. Il y a Nîmes qui revenait très fort, avec Zinedine Ferrat en feu, et moi j'étais presque l'un des premiers satisfaits de cette situation-là, même si on a connu d'énormes difficultés pour les clubs français derrière, et que je regrette finalement ce discours. Et l'année d'avant, c'est contre Lens en barrage, c'est bien ça? Voilà, contre Lens en barrage, avec 2 joueurs qui se télescopent, qui sont Jérémy Vachou et Palo Eklandre, un autre défenseur lensois. Et donc Naïm City va tout sur le but, mais même là, c'est là qu'on voit que le foot est irrationnel. Et ça fait quand même 2-3 saisons qu'on frise avec la correctionnelle, et maintenant notre descente ne souffre d'aucune contestation. Et ça permettra peut-être de reposer sur un projet meilleur. C'est ce qu'on a vu avec Lens d'ailleurs. Lens, ils sont pas montés la même année que nous. Par contre, quelle pérennité ils sont en train d'installer en ce moment. Donc il faut essayer de trouver le positif là-dedans. Donc pour mettre un point final un petit peu à cette discussion, tu dirais que la descente de Dijon, elle était inévitable cette année?
Oui, elle était inévitable. Alors, nous, c'est ce qu'on, les supporters de Dijon, à chaque fois, on se disait, mais comment c'est possible de se maintenir déjà les années précédentes? Je crois qu'il y a eu trop d'irrégularités enfin, au niveau structurel, que ce soit au niveau du recrutement des joueurs en début de saison, qui a été trop tardif. Le choix du directeur sportif, Peggy Lundula, qui faisait un recrutement à distance, dans ses logements à New York, voilà, sans vouloir le critiquer là-dessus, mais c'était toujours compliqué de pas être sur le terrain. Et là, au niveau de la structure de l'équipe, on a plusieurs joueurs qui s'entendent, mais on a Bertrand Célina qui est un joueur intéressant, un numéro 6, numéro 8, tout dépend du système, qui est intéressant, qui est kosovar, donc par contre il faut l'intégrer, il parle pas français, le déficit du langage ça peut impacter. C'est pour ça qu'il a pas joué, il a peu joué lors des deux derniers matchs, alors que là il était titulaire contre l'Espagne parce qu'il est kosovar avec son équipe. Il a un potentiel, ce joueur, Bruno Ekwelemanga, qui vient de Cardiff en première ligue. Il a été titulaire quasiment toutes les saisons. Qui jouait à Lorient aussi, hein, à l'époque avec Lorient. Ouais, tout à fait, avec Wesley Lotoal. Donc le pari était payant, et là il y a un déficit de motivation qui est clair, parce que c'est le plus gros salaire du club, et on lui reproche un petit peu de manquer de charisme en défense centrale, et de multiplier les bourdes à côté de ses compères Panzo et Sacha Boé, par exemple. Et structurellement, aussi bien au niveau du mercato que structurellement au niveau du club, on savait que ça serait compliqué. Et là, ce qu'on aperçoit avec les Merlus et les Nantais, c'est le sursaut d'orgueil que nous on n'arrive pas à avoir. Rappelle-moi si je me trompe, je crois que c'est Claude Meurice qui est bien sûr, qui est parti à Nice, ouais, qui est parti à Nice, qui était à Lorient. Ils ont quand même réussi à récupérer des joueurs derrière. Ouais, bien sûr. Et qui ont réussi à se renouveler avec un garçon comme Armand Lorente, qui a été appelé chez les Espoirs, et qui a inscrit deux coups francs absolument incroyables. Voilà. C'est ses 2 premiers buts en Ligue 1 d'ailleurs. Tout à fait. Et nous, c'est sursaut d'orgueil, on les avait eu. Ça avait été nécessaire pour se maintenir sur le fil les 2 années précédentes. Ces années-là, on les a pas, parce qu'on a des tauliers qui sont partis et qui n'ont pas été remplacés, à l'instar de Balmont. Florent Balmont, qui est un teigneux et qui nous apportait toujours. Ton chouchou, mon chouchou. Gaston Gérard. Voilà, 38 ans, mais toujours une teigne, et est là pour mettre les bons coups. Tabarès, qui apportait aussi bien dans un 4-4-2 avec un défenseur à côté, qui était Loïs Diony pour les puristes de Ligue 1 il y a 4 ans. Un duo qui nous a permis d'être la meilleure attaque de Ligue 1. 5e meilleure attaque de Ligue 1, pardon. Je m'emballe un petit peu. J'ai un peu bugué, Exactement, mais voilà, ces départs-là n'ont pas été remplacés. Et enfin, Romain Amalfitano, qui est parti rejoindre son copain Tavares au Qatar, qui nous manque aussi cruellement pour faire la liaison entre les défenseurs et le dernier attaquant. Bon, en tout cas, au moins, ça sera dit. Et puis, allez, on va juste terminer par un petit pronostic. Je sais que t'es bon joueur. Quelle équipe tu vois se maintenir là? Il y a quand même une belle lutte. On va exclure Saint-Etienne, qui est, alors on se parle, 16e avec 33 points. Lorient, Nîmes, Nantes, qui va en barrage, qui se maintient à la 17e place. Alors franchement, Oscar, c'est assez compliqué à dire, parce que les trois équipes sont quand même sur des temps forts. Ouais, ça se tient. Hein. Moi, je trouve que je suis pas fan de Nantes, mais je trouve que quand Boré, on était les premiers à le tailler quand il est venu à Dijon. Au final, il nous maintient sur le fil. Il fait un sacré boulot à Comboré. Voilà, je suis pas sûr que ce soit uniquement de son ressort, parce qu'au final, il y a des joueurs de très bon potentiel à Nantes qui ont pas réussi à squatter sous Domenech. Mais moi, Nîmes, je les vois se maintenir, ainsi que Lorient. Ah, tu vois Nîmes carrément? Ouais, moi je vois Nîmes se maintenir et Nantes descendre avec nous. D'accord. Okay. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure analyse, parce que moi je suis pas fan de comparer. tous les avis sont bons à prendre. Bon, après moi, mon avis à moi, je trouve que quand même Nîmes sur le plan individuel, c'est quand même très faible. Hein. Ouais, c'est quand même très faible. On a vu Renaud Ripard qui a fait des sacrés coups d'éclat, notamment contre Montpellier, mais franchement, je pense que Nantes a quand même une meilleure équipe avec Colomboigny, qui aussi a été appelé chez les Espoirs avec Lorient. Lorient qui se reprend bien quand même. Je verrais quand même plus Nîmes descendre. Mais bon, à voir, c'est intéressant d'en parler. Et écoute, la suite nous le dira. Les paris sont lancés. On va pas mettre notre livret là-dessus de toute façon, mais. Bon, et puis si jamais vous n'êtes pas convaincu, sachez que Luc est quand même le plus grand fan de Dijon, je pense, qui existe sur cette terre, le plus grand squatter de Gaston Gérard, t'es pas ami avec Balmont, mais je pense qu'il a déjà dû t'entendre dans le stade. Pour la petite anecdote, on s'est déjà croisé, parce que j'ai hurlé son nom dans le stade. Il m'a dit c'était toi, et puis on a une photo qu'il faut que je retrouve ensemble, parce qu'il m'a entendu. Il est venu monter dans les loges du coup derrière, en espérant me voir, quoi. Donc on essaiera de la mettre au montage. Bon, si elle y est pas, nous en voulez pas. Du coup, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci à Luc, et puis on le retrouvera en Ligue 2 du coup l'année prochaine. Voilà. On est résigné, mais écoute, avant t'es français, donc on te retrouvera pour l'Euro, pour l'équipe de France, si jamais on pourra se retrouver. Alors à venir sur Actualité du football, pas mal de choses d'ici l'Euro. Alors déjà beaucoup de commentaires en direct
Ça va arriver dès ce week-end, je pense, avec Luc sûrement qui viendra me rejoindre dans les prochaines semaines. Ouais, tout à fait. On va commenter aussi des multiplex si on pourra avec Clément et Shemzin qui sont aussi sur le site. Luc aussi qui est écrit sur le site, bon rarement mais sur le site. Ah là, il faut que je me structure un petit peu à ce niveau-là. Et des présentations d'équipes, il y aura 24 présentations pour les 24 équipes, ça va être un très très beau programme. On sera là pour divertir, pour vous envoyer un petit peu du lourd. Ouais, beaucoup de bon contenu à venir et restez connectés. Allez, un petit peu dévoiler cette expression. Sur le compte Twitter, tous les liens s'affichent sur la vidéo. Merci Luc encore pour ton hospitalité, parce qu'on a tourné chasser toi. C'est un plaisir, c'était pas possible de parler du DFC en ce moment, mais ça suscite quand même de l'intérêt. On est quand même sur une série de défaites historiques. En 2 matchs, on égale, je crois que le record d'Arlavignon, donc ça mérite quand même d'être encore un petit peu regardé. C'est bon, on espère que Dijon atteindra quand même les 20 points. Et puis voilà, merci et puis à la prochaine. À la prochaine, merci.